Bedel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, nouvelle provocation du ministre français de l'Intérieur à l'encontre de l'Algérie. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le chargé d'affaires de l'ambassade de France convoqué. Alger reproche à Paris la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris quant à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques en violation des obligations internationales du gouvernement français. Le Front Polisario participe au sommet des mouvements de libération organisé à Johannesburg en Afrique du Sud. L'occasion de réitérer le plein droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et de louer les luttes contre le colonialisme, l'apartheid et le néocolonialisme. Et les Marocains continuent de se soulever contre la normalisation. L'observatoire dédié à cette cause appelle le peuple à se battre contre les positions du régime du Merzen en intensifiant protestations, marches et sit-in jour et nuit. Et puis le chaos règne toujours sur Gaza pour le 659e jour consécutif de bombardements sionistes. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 59 733 martyrs et 144 477 blessés. La famine qui arrache de plus en plus de vies à Gaza, dans un contexte où aller chercher de l'aide est devenu synonyme de mort. Désespérés, certains affrontent ce danger quotidiennement au risque de ne jamais revenir. Bonsoir à toutes et à tous. En riposte aux provocations françaises, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau ce samedi au siège du ministère des Affaires étrangères au sujet de la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris quant à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques en violation des obligations internationales du gouvernement français. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau ce jour au siège du ministère des Affaires étrangères au sujet de la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris quant à l'acheminement et la récupération des valises diplomatiques en violation des obligations internationales du gouvernement français. Initialement limitées à l'ambassade d'Algérie en France, ces entraves viennent d'être étendues au poste consulaire algérien en dépit de l'engagement pris par le Quai d'Orsay de faire en sorte que cette mesure soit reconsidérée en stricte application du principe de la réciprocité. Le directeur des immunités et privilèges diplomatiques au ministère des Affaires étrangères a procédé à la récupération de l'ensemble des titres d'accès privilégiés aux ports et aéroports algériens accordés à l'ambassade de France en Algérie. Une nouvelle décision controversée prise encore une fois par le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau qui poursuit son acharnement sans limite contre l'Algérie, quitte à commettre des violations manifestes des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques adoptée en 1961 en Autriche. Mohamed Amina Berkan. Une fois de plus, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, prend des mesures exclusivement contre l'Algérie. Après les annonces successives sur une restriction des conditions de déplacement en France d'un certain nombre de diplomates algériens, Bruno Retailleau, qui veut coûte que coûte entraver la mission diplomatique de l'Algérie en France, vient de franchir une nouvelle ligne rouge, empêchant ainsi l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques. Une mesure qui constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de la mission diplomatique algérienne en France, ainsi qu'une violation manifeste des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée en 1961 en Autriche, ratifiée par l'Algérie le 14 avril 1964 et par la France le 31 décembre 1970. Jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères a pris connaissance avec étonnement de la mesure prise par le ministre français de l'Intérieur. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a une nouvelle fois été convoqué samedi au ministère des Affaires étrangères. Alger avait promis une réciprocité comme prévu par ladite convention et a décidé d'appliquer avec vigueur et sans délai ce principe.
Elle se réserve également le droit de recourir à toutes les voies légales appropriées, y compris la saisine des Nations Unies afin de faire valoir ses droits et d'assurer la protection de sa mission diplomatique en France. En franchissant ce cap, Bruno Retailleau, figure de proue d'une droite extrémiste, vient de satisfaire sa galerie xénophobe et anti-algérienne sans pour autant mesurer les conséquences d'un tel acte qui risque à tout moment de coûter cher à une France en totale déperdition. Mais seul compte pour lui l'élection présidentielle de 2027, dont la campagne électorale est d'ores et déjà anti-algérienne. On reviendra sur ce sujet avec plus de détails dans nos émissions. L'Algérie se prépare à participer à partir de demain dimanche aux travaux du deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à Addis-Abeba en Éthiopie. Chargé par le président de la République, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Kamel Arzig représentera le pays dans le cadre de son engagement à soutenir les efforts internationaux visant à construire des systèmes alimentaires durables, équitables et résilients au vu des défis croissants liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et aux mutations économiques mondiales. L'axe Alger-Rome continue de se renforcer. Un mémorandum d'entente visant à promouvoir et à développer la coopération dans le domaine de la poste et des télécommunications entre l'Algérie et l'Italie a été signé ce samedi à Rome par le ministre algérien de la poste et des télécommunications, Seydi Ali Zarrouki, et le ministre italien des entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso. Le document signé porte sur le développement de l'infrastructure des télécommunications, notamment en matière de bandes passantes internationales et de réseaux sous-marins internationaux, le développement des services postaux et de télécommunications au profit des citoyens des deux pays et les mécanismes garantissant leur pérennité en toutes circonstances. Sahara occidental, le front Polisario participe à partir de ce samedi au sommet des mouvements de libération organisés à Johannesburg en Afrique du Sud, et ce à l'invitation du Congrès national africain. Mohamed Islam Beysit, ministre sahraoui des Affaires étrangères, a à cette occasion exprimé la fierté et la reconnaissance des militants et cadres du front pour leur appartenance à cette glorieuse communauté de forces nationales et démocratiques qui ont lutté contre le colonialisme, l'apartheid et le néocolonialisme et qui ont défendu la dignité des peuples africains et leur souveraineté sur leurs terres, réinsistant par là même sur les participants au sommet des derniers développements de la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance nationale. In Western Sahara, the Sahrawi people is continuing its struggle for freedom and self-determination. Au Sahara occidental, le peuple sahraoui continue son combat pour la liberté et l'autodétermination. Mais comme vous le savez, la puissance coloniale et la nouvelle occupation continuent de soutenir le Maroc militairement, financièrement et en le dotant de nouvelles technologies. Le Maroc continue de coloniser nos terres. Il continue aussi toutes sortes de violations contre notre peuple, spolie et vole nos ressources naturelles. Le colon marocain continue d'entraver les efforts de paix de l'Union africaine et des Nations unies. Mais nous, Front Polisario, nous continuons notre combat sur tous les fronts en utilisant tous les moyens possibles en notre possession. Nous restons ouverts à toute proposition qui vise à trouver une solution politique juste et durable qui respecte la légitimité internationale et le droit international. Au Maroc, l'Observatoire contre la normalisation a appelé à l'escalade populaire pour forcer le Merzen à rompre ses relations avec l'occupation sioniste. Lors d'un rassemblement contre la normalisation devant le Parlement marocain à Rabat, le secrétaire général de l'Observatoire, Aziz Hannaoui, a appelé à se battre contre les positions du régime du Merzen, contraires à la volonté du peuple, en intensifiant protestations, marches et sit-ins jour et nuit pour renverser la normalisation. Le Parti du progrès et du socialisme marocain a confirmé que plus de 8% des Marocains ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire. Dans une interview accordée à une chaîne locale en ligne, Mohamed Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du Parti marocain du progrès et du socialisme, a déclaré que le discours du gouvernement à Khanouch sur la couverture sanitaire universelle est mensonger et complètement démenti par les chiffres officiels.
La soi-disant couverture sanitaire dont il parle, annonçant l'avoir mise en place et que c'était un exploit jamais réalisé. Les rapports disent tout autre chose. 8,5% de Marocains n'ont pas de couverture sanitaire. Dans ce narratif d'un État qui soutient la classe sociale n'est que poudre aux yeux. La subvention directe censée toucher les plus démunis, la plupart d'entre eux ne perçoivent que 500 dirhams. Et quand j'avais annoncé précédemment ce chiffre dans une rencontre à Figuig, ils m'ont corrigé en me disant que c'était 480, même pas 500 dirhams. Immigration clandestine, au moins 54 mineurs et environ 30 adultes ont nagé du Maroc jusqu'à l'enclave nord-africaine de Ceuta en Espagne, dans une mer agitée et dans le brouillard. Selon la télévision espagnole, la garde civile a effectué des tentatives de sauvetage répétées pour mettre certains nageurs en sécurité, tandis que d'autres nageaient jusqu'à l'enclave. Les mineurs ont par la suite été emmenés dans des centres temporaires à Ceuta où les autorités ont demandé l'aide du gouvernement central pour gérer les derniers arrivants. Et puis ce chiffre qui nous parvient de l'Institut royal espagnol Elcano, qui stipule dans un nouveau rapport que la majorité des terroristes arrêtés en Espagne ont la nationalité marocaine, soit 46%. Notant que les Marocains constituent à eux seuls la moitié des groupes terroristes et radicaux dans le pays. L'Institut base donc son rapport sur des données concrètes enregistrées par les autorités sécuritaires et judiciaires espagnoles qui exposent le vrai visage du Maroc qui, à travers la corruption et le lobbying, tente de donner l'impression qu'il s'agit d'un régime qui lutte contre le terrorisme, alors qu'en réalité c'est la raison pour laquelle la majorité des Marocains vivent en dessous du seuil de pauvreté extrême, un fait qui pousse les jeunes en particulier à rejoindre des groupes terroristes radicaux en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Allez, on ouvre le dossier Palestine. Le chaos règne toujours sur Gaza pour le 659e jour consécutif de bombardements sionistes. S'ajoute à cela la famine qui fait de plus en plus de victimes. Le bilan de cette agression génocidaire s'est alourdi ce samedi à 59 733 martyrs et 144 477 blessés, dont en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 29 civils et plus de 165 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Ravagée par les bombardements sionistes, la ville de Deir el-Balah, située au centre de Gaza, n'est plus que ruine. Alors que les agressions se sont particulièrement intensifiées ces derniers jours dans la zone, les habitants, eux, se trouvent une nouvelle fois contraints de fuir dans l'espoir de survivre. Or, ils le savent très bien, aucun endroit n'est sûr dans l'enclave. À 3 heures, des obus ont fusé vers nous et nous nous sommes précipités dehors sans même avoir eu le temps de nous changer. En regardant en arrière, il ne restait plus rien. En quelques secondes, tout a basculé. Nous n'avions rien emporté et avons survécu. Maintenant, tout est enseveli sous les décombres et nous n'avons pas eu de vêtements de rechange pendant 3 jours. Mon enfant et moi sommes maintenant dans la rue, dormant au bord de la mer, sans aucun abri. En ce moment, j'ai l'impression que la mort pourrait être un soulagement. Les gens sont descendus dans les rues, ne sachant où aller. Les bombardements sont partout. La situation est extrêmement critique. Et plus d'une dizaine de Palestiniens ont été assassinés ce samedi par les balles des forces d'occupation sionistes alors qu'ils tentaient de récupérer de maigres rations de nourriture près d'un centre de distribution d'aide au sud de la bande. Un scénario macabre qui se répète de manière quotidienne depuis plus d'un mois. Mais les civils n'ont pas d'autre choix au risque de mourir de faim. Pour la farine et la nourriture, les petits n'arrêtent pas de crier. Ils me disent qu'ils veulent manger. Ils veulent un morceau de pain. Leur père leur dit « Même si je dois traverser la frontière, je t'apporterai un sac de farine. » C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils sont partis. Ils se sont jetés dans la mort. Ô Dieu, aie pitié de nous.
J'appelle le monde entier à mettre fin à cette catastrophe, à cette guerre et à ce bain de sang. Ils ont rendu 4 enfants orphelins. Ils ont enlevé leur mère et leur père. Ils étaient innocents et n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ils étaient assis dans une tente dans la rue. Une colonne d'un immeuble est tombée sur eux. Puisse Dieu nous aider. Du sel mélangé à un peu d'eau, voilà de quoi se nourrissent principalement les Palestiniens de Gaza dans un contexte où aller chercher de l'aide dans les 10 centres de distribution est devenu synonyme de mort. C'est le prix à payer pour un vulgaire sec de farine, désespérés à nourrir leur famille. Certains affrontent ce danger quotidiennement au risque de ne jamais revenir à Madame Zenzitoni. Marchant vers le point de passage de Zikim, dans le nord de Gaza, ces Palestiniens espèrent trouver de l'aide. Désespérés, ils risquent leur vie à la recherche frénétique de nourriture. Ces dernières semaines, plusieurs Palestiniens ont été tués dans la zone proche du passage. La mère déplacée, Khaled Chembari, attend de l'aide. Son mari a récemment reçu une balle dans la colonne vertébrale alors qu'il faisait la queue pour avoir de la farine. Il a été touché par une balle dans la colonne vertébrale. Ce jour-là, il est arrivé en retard. Finalement, il n'a pas reçu son sac de farine. Que pouvons-nous dire dans notre appel à Trump? Qu'il y ait une trêve et que mon mari aille se faire soigner. Je vous prie de vous pencher sur son cas. Il s'appelle Mahmoud Shinbari. Il est à l'hôpital Shifa. Je suis ici pour mes enfants. Je n'ai rien. La situation est très mauvaise. Smoud Wahden, une autre mère déplacée tenant son bébé dans ses bras, a fait le voyage jusqu'au point de passage depuis une école de la ville de Gaza où elle est hébergée avec sa famille. Le voyage comportait beaucoup de risques pour elle et son bébé, mais elle avait dû affronter ce danger pour nourrir ses enfants. J'ai fait tout ce chemin au péril de ma vie pour mes enfants. Ils n'ont rien à manger depuis une semaine. Je souffre du manque de nourriture. Je me déplace sans cesse pour trouver quoi manger. Je cherche au moins un morceau de pain pour nourrir mes enfants, mais en vain. Je leur donne de l'eau et du sel à boire tout au long de la journée. Au sud comme au nord, ces Palestiniens déplacés ont une fois de plus été confrontés à des intimidations et à des attaques alors qu'ils se rassemblaient pour recevoir de l'aide d'un site de distribution à Rafah. Je suis arrivée ici à 6h du matin dans l'espoir d'apporter quelque chose à mes enfants. Mon mari est emprisonné depuis 1 an et demi. Je suis responsable d'une famille de 7 personnes et mes enfants souffrent de malnutrition. J'espérais obtenir ne serait-ce qu'1 kilo de lentilles ou de farine. C'était bondé. Ils nous ont aspergés de gaz lacrymogène. C'est une humiliation. C'est une honte. Gaza se rapproche de la famine, selon les experts, après plus de 20 mois de génocide pendant lesquels l'entité sioniste a entièrement bloqué l'accès à la nourriture. Le nombre de personnes mourant de malnutrition ne cesse d'accroître. Vous l'aurez compris, les Gazaouis ne se contentent plus de compter leurs martyrs tombés sous les bombes sionistes. Ils sont dorénavant contraints d'additionner le nombre de morts de malnutrition. Des cas de plus en plus fréquents dans une enclave affamée. Zainab, 5 mois, est malheureusement venue alourdir le bilan de ces civils ayant succombé à la famine. Récit Souhila Kilal. À la sortie de la morgue de l'hôpital Nasser, Ahmed porte un petit linceul blanc, celui de sa fille Zainab, âgée d'à peine 5 mois. Un petit corps inerte qu'il remet à sa femme Isra pour un dernier regard, un dernier bisou, un dernier adieu avant l'inhumation de son bébé mort de malnutrition après des mois d'hospitalisation et d'acharnement thérapeutique. La petite a beaucoup souffert, elle était malnutrie. Beaucoup d'enfants sont dans le même état. Nous attendons qu'elle sorte d'autopsie. 3 mois à l'hôpital et voici le résultat. Elle est décédée. Elle avait besoin d'un lait maternisé spécial, mais ce type de lait n'est pas disponible à Gaza. Nous avions également besoin d'examens spécifiques qui ne sont pas disponibles. L'examen externe de Zainab par les médecins légistes révèle un corps frêle,
complètement émaciée, un abdomen enflé et cyanosé, de la peau sur les os qu'on peut aisément deviner le squelette du bébé. Des images chocs très dures à supporter qui reflètent la souffrance que ce bébé de 5 mois a dû subir avant de rendre l'âme. Elle est née à terme, elle n'avait aucune maladie. Zineb avait besoin de lait maternisé, hydrolysé, très cher, qui n'est pas disponible. Elle a eu des complications dues au manque de lait. Elle avait des vomissements et de la diarrhée, ce qui a conduit à une déshydratation et une sévère malnutrition, la rendant vulnérable aux infections. Elle a contracté une septicémie qui a aggravé son cas. Elle est malheureusement décédée chez elle, sous une tente. À Gaza, le constat est triste et sans appel. Les gens sont volontairement affamés. On les laisse mourir dans d'atroces souffrances, un châtiment terrestre décidé par une entité qui ne peut être que sioniste pour atteindre ce niveau d'inhumanité. Une non-assistance à un peuple en danger de mort absolue, dont le monde se rend complice. Selon les statistiques du ministère de la Santé, près de 124 patients ont succombé à une malnutrition sévère ou aiguë, dont 84 enfants, et le bilan risque de sévèrement s'alourdir dans les jours qui suivent. À ce propos, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'adressant vendredi à l'Assemblée mondiale d'Amnesty International, a appelé à une action immédiate à Gaza pour mettre fin à la famine, déclarant, je cite, que les mots ne nourrissent pas les enfants affamés. Nos propres équipes héroïques continuent de servir dans des conditions inimaginables. Nombre d'entre elles sont si hébétées et épuisées qu'elles disent ne se sentir ni mortes ni vivantes. Les enfants expriment leur désir d'aller au paradis, car au moins, disent-ils, il y a de la nourriture là-bas. Nous organisons des appels vidéo avec nos propres humanitaires qui meurent de faim sous nos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, c'est une crise morale qui interpelle la conscience mondiale. Nous continuerons de nous exprimer à chaque occasion, mais les mots ne nourrissent pas les enfants qui ont faim. Les agressions sionistes s'intensifient également dans le sud du Liban. Au moins un civil est tombé en martyr ce samedi dans une frappe sioniste ayant ciblé un véhicule sur la route Touaris-Rifa dans le district de Sour, selon le ministère libanais de la Santé. Et en Iran, au moins 6 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées ce samedi dans une attaque terroriste contre un bâtiment de la justice dans le sud-est du pays. Selon le pouvoir judiciaire, des hommes armés non identifiés ont attaqué le centre judiciaire de Zahedan. L'agence de presse officielle IRNA a toutefois indiqué que 3 assaillants avaient été abattus. Aujourd'hui, à 8h30, une équipe terroriste affiliée au sionisme se faisait passer pour des clients à tenter de pénétrer dans le département de la justice du Sistan-Balochistan à Zahedan. Heureusement, grâce à la vigilance des forces de sécurité présentes sur les lieux et à l'affrontement qui a suivi, l'un de ces terroristes a été tué sur le coup. Malheureusement, nous avons assisté au martyre de plusieurs clients, dont un enfant d'1 an et une mère, après avoir été la cible d'une grenade lancée par cet individu. Suite à cet affrontement, lors d'une poursuite d'autres éléments affiliés dans une rue voisine, 2 autres personnes ont heureusement été tuées. En France, la cote de popularité du président Emmanuel Macron et du Premier ministre François Bayrou n'en finit plus de dégringoler, comme l'a révélé un nouveau sondage publié vendredi. Entre les critiques montantes au sujet de la loi Duplon et les appels à la mobilisation pour le 10 septembre prochain, l'actualité témoigne d'un certain rejet du socle gouvernemental. En cette fin de mois de juillet, le président français a perdu encore 4 points de confiance en un mois et tombe ainsi à 28% d'opinion favorable. De son côté, le chef de l'exécutif recule lui aussi de 5 points pour atterrir à 22% de cote de confiance.
Conflit en Ukraine alors que les discussions entre Moscou et Kiev ont débuté pour organiser une rencontre entre les deux dirigeants Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Les frappes aériennes se poursuivent de part et d'autre. Dans la nuit de vendredi à samedi, des frappes aériennes russes et ukrainiennes ont fait au moins 3 morts dans le centre de l'Ukraine et 2 dans l'ouest de la Russie, selon les autorités. Selon le ministère russe de la défense antiaérienne a intercepté 54 drones ukrainiens, dont 24 dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Les troupes russes qui poursuivent tout de même leurs avancées sur le terrain. Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient repris le contrôle d'une nouvelle localité dans la région de Dnipro, celle de Malievka, constituant un nouveau revers pour les militaires ukrainiens. Les combats frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 33 morts de part et d'autre de la frontière selon les derniers bilans disponibles ce samedi. Phnom Penh appelant à un cessez-le-feu immédiat. Pour rappel, ce différend frontalier a dégénéré jeudi, impliquant des avions de combat, des tanks, des troupes au sol et des tirs d'artillerie. Un niveau de violence jamais vu depuis 2011 qui a conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.